Novam est très heureux de reprendre un voyage arrêté depuis si longtemps. En fin de journée, après s'être présenté aux membres d'équipage, il retrouve tout le monde autour d'un repas. Alors Jaman lui demande « Cher Novam, pourriez-vous nous raconter votre voyage avant d'échouer sur la planète où nous vous avons retrouvé ?»« Mon cher ami, je ne voudrais pas vous importuner avec mes vieilles histoires. Et un homme qui n'a pas toujours fait le bien a peu de valeur par rapport à vous tous. » « Bien au contraire, répond Alov, votre expérience doit être d'une grande richesse pour nous. »« Eh bien, puisque vous insistez. Je suis né fils de grand dictateur sur Lunis, il y a 60 ans à peu près. Beaucoup de choses se sont estompées de ma mémoire, car j'ai perdu mes repères sur Lunis. Mais je me rappelle bien ce qui a fait ma vie et mon destin sur Lunis. J'étais le fils du chef, et mon père me disait avec insistance: « Mon enfant, lorsque tu prendras ma place, je compte sur toi pour mener à bien la mission. »« La mission ? Quelle mission ? Lui demandai-je la première fois. »« La mission de la clé, me dit-il. » Il ne m'en dit jamais plus. J'étais jeune, et je me mis à croire que cette mission m'était personnellement destinée. Grandissant, je gardais en moi cette idée d'être l'élu du peuple et de mon père. Mon caractère se forgea dans cette direction. Fils du dictateur, je me distinguais par le fait de me montrer supérieur. Je n'acceptais jamais d'avoir tort, et bientôt, mes véritables amis se firent rares. Je ne respectais que très peu le protocole dû à ma situation familiale, mais mon père me laissa faire tout de même. Hélas, il disparut subitement, après avoir voulu jeter loin de lui, dans un excès de colère, cette clé étrange que je n'avais jamais vue avant cela. Son aide de camp venait de découvrir une lettre rédigée par son arrière-grand-père, où il était inscrit: « Bien que gardienne de la clé, notre famille ne pourra l'utiliser. Ce sera un étranger qui trouvera la voie et pourra l'introduire dans son logement. Il sera le maître de la clé. » J'ai découvert cela en faisant un songe qui me propulsa sur Képhren. Là, je vis un homme et une jeune fille, dont la sagesse n'était en rien comparable à tout ce que j'ai rencontré jusqu'à ce jour. À ces mots, Jacques s'étouffe. Votre aïeul aurait-il pu aller sur Képhren et avoir rencontré ces deux personnes? Cette lettre s'arrête ici. Ce n'était qu'un rêve qu'il décrivait, mais qui avait dû le marquer. Cette lettre est restée cachée très longtemps sous le feutre du bureau. C'est étrange, car j'ai découvert aussi un homme et sa fille sur Képhren. Mon père, découvrant cela, ne put admettre n'être qu'un gardien. Dans un excès de colère, il jeta la clé qui lui avait été confiée et s'étrangla d'un coup en l'arrachant. Le fin collier fut un garrot efficace. Cet accident nous surprit tous. Jacques passe la main sur le collier qui tient sa clé et sent la fine chaîne commençant à l'étouffer. Mon père mort, je devenais l'héritier de Lunis, et, à ce moment, je devais être sacré par les notables des 8 planètes. Ce fut un sacre magnifique. Je reçus, comme vous, Jacques, les pouvoirs de chaque planète, et à la fin me fut confiée la clé. Comme vous, je demandai à quoi servait cette clé, et comme à tous les grands dictateurs, il me fut répondu que je devrais le découvrir. Par fierté, orgueil, et parce que mon père m'avait apprêté à cette mission, quelques instants plus tard, je faisais le discours suivant. « Cher Lunis, c'est avec joie que je reçois les pleins pouvoirs. Mais je confie à mon frère cette tâche, car je pars sur l'heure. Lorsque j'étais enfant, mon père m'a confié une mission. Trouver à quoi sert cette clé. J'espère à cette occasion trouver la vérité et la perfection suprême. Cet objet dont je suis l'héritier ancestral doit maintenant parler, afin d'en trouver son secret. Peut-être trouverai-je la connaissance. » J'étais très sûr de moi à ce moment, et je continuai. « J'ai promis à mon père de consacrer ma vie à ce but, car je suis le meilleur, vous le savez tous. Je demande dès maintenant à 80 volontaires de m'accompagner dans mon vaisseau pour m'aider à parvenir à ce but. » L'équipage fut vite complet, car mon audace et ma fougue attiraient les jeunes. 3 jours plus tard, je partais, sans même attendre que mon frère reçût à son tour son investiture. Mais je gardai la fameuse clé avec moi. Je partis presque dans l'anonymat. Seul mon jeune frère et quelques membres du directoire
vinrent me saluer lors de mon embarquement. Nous sommes partis dans l'espace depuis 4 jours. Nous nous arrêtâmes pour faire un point astronomique, car nous étions déjà perdus. C'est à ce moment que, par un hasard extraordinaire, un autre homme nous rejoignit. C'était le 81e membre d'équipage. Nous étions donc arrêtés entre 2 étoiles éloignées de 3 années-lumière, lorsqu'un petit vaisseau passa près de nous à vitesse réduite. Il nous demandait de pouvoir se joindre à nous, car la propulsion éthérique de son vaisseau ne fonctionnait plus. Ce que nous acceptâmes sans détour. Cet homme était un peu étrange, car il paraissait jeune par l'âge, mais vieux par son esprit. Et jamais il ne nous dit son véritable nom. Mais comme c'était le dernier d'entre nous, nous l'appelâmes 9, parce que le carré de 9 donne 81. Il accepta volontiers, car, disait-il, 9 est le signe de l'homme. Nous repartîmes, mais peu après nous fûmes pris dans un orage éthérique terrible, qui détruisit une grande partie de nos instruments de vol et causa des dégâts très importants dans la structure du vaisseau. 23 hommes perdirent la vie. Nous avions débuté notre périple 7 jours avant, et déjà tant de morts était un mauvais présage. Mais nous décidâmes de continuer. Nous naviguâmes durant 89 jours sans rien trouver, mais nous dérivâmes aussi énormément, et nous arrivâmes enfin sur l'orbite de Unis. J'étais persuadé que cette planète faisait partie des astres que nous recherchions, bien que je n'eusse pas prévu cette étape. Nous nous posâmes sur la planète, et c'est là que commença notre calvaire. Car, de tout l'équipage, seul un homme et moi-même survécûmes. Mais quel est cet homme ? Demande Starker. Car vous êtes le seul que nous avons trouvé sur cette planète. Il en a réchappé. Mais voici son histoire, et celle de l'équipage malheureux. Quand nous débarquâmes sur Unis, nous ne prîmes pas garde à la radioactivité particulière, car nous étions trop sûrs de nous. 9, lui, se montrait plus prudent, et nous demanda de prendre quelques précautions, comme par exemple mettre un scaphandre pour circuler à l'extérieur, ou alors de contrôler nos pensées, de nous comporter dignement sur cette planète, car il pensait que son atmosphère pouvait faire des dégâts. Tous rirent de lui, mais je constatai rapidement que les hommes qui sortaient du vaisseau revenaient avec un comportement étrange. Leurs pensées étaient agressives, ils se plaignaient de maux de tête. Moi, je ne sortais pas du vaisseau, mais je vis plusieurs de mes équipiers se battre à mort à l'extérieur. Je ne savais pas encore que la planète possédait le pouvoir de purification du corps et des pensées, mais qui réagit mal à cette purification devient meurtrier. Pourquoi ? Demande Jacques, nous avoir dit, lorsque nous sommes arrivés, que nous ne risquions rien et nous avoir laissé prendre le risque de nous entretuer. Je ne vous ai pas fait prendre de risques, car je savais déjà que vos pensées étaient bonnes en grande partie, mais pour de jeunes gens comme mon équipe du moment, le fossé était trop grand. Le plus grave arriva ensuite. Un jour, je me décidai enfin à sortir du vaisseau et à aller explorer les environs de la planète. Je pris 2 hommes avec moi, des vivres. Je demandai à 9 de rester à surveiller discrètement les hommes. C'est lors de cette sortie que je découvris le puits de l'oubli. Je perdis mes 2 hommes dans des circonstances désastreuses au bord du puits. En me précipitant vers le bord du lac vaporeux, j'aperçus le chemin. Je franchissai la porte que vous connaissez et, pris de convulsions à la vision de mes pensées, je perdis connaissance. Je dus rester inanimé à peu près 3 jours, car lorsque je repris connaissance, mon chronocristal indiquait déjà 80 heures depuis que j'avais quitté le vaisseau. Quelque chose avait changé en moi, car mes pensées n'étaient plus les mêmes. J'étais beaucoup moins nerveux. Avec du recul, je sus que le gaz radioactif avait éliminé les fréquences négatives de mes pensées. Je décidai alors de retourner au vaisseau. J'étais cependant devenu un autre homme. Ah, si j'avais pu conduire tous mes hommes jusqu'au puits de l'oubli, tant de vies auraient pu être épargnées. Mais il n'en fut rien. Arrivé au vaisseau, je fis le tour, trouvant de part et d'autre des cadavres d'hommes qui paraissaient avoir été surpris par la mort. Mon esprit, au début du voyage, sûr de lui, maintenant se trouvait fort désappointé. Mon assurance et ma force de domination avaient totalement disparu. Mais heureusement, ma force de vivre ne m'avait pas quitté. Après m'être replié sur moi-même et avoir médité un bon moment sur toute ma stupidité, je me mis à penser que parmi tous les cadavres, je n'avais pas reconnu 9. Je me mis à sa recherche et le retrouvai dans la chambre du copilote, étendu sur le lit. Il était à moitié nu.
le visage ensanglanté. Il avait les membres brisés, il était inconscient. Dans notre vaisseau, nous avions, comme vous, une antenne médicale. Je le soignais de mon mieux. Il reprit ses esprits quelques heures plus tard. À son réveil, j'étais à son chevet, et lorsqu'il ouvrit les yeux, il me dit « Tes hommes m'ont pris pour leur maîtresse. Pas un ne m'a épargné. Comme des monstres, ils se sont vautrés sur moi, m'ont frappé. Je te passe les détails. Je n'ai pas trouvé un seul survivant. Pourquoi sont-ils tous morts? Qu'as-tu fait pendant que je suis resté ici avec tes hommes? Je me suis égaré avec les 2 membres du groupe. Ils sont morts tous les 2. Quant à moi, je me suis perdu dans ce que j'appellerais le puits de l'oubli. Car toutes mes passions et mes pensées de conquête, je les ai perdues. Voilà pour toi l'occasion d'un nouveau départ. Tes hommes sont tous morts parce que leurs pensées ne pouvaient pas supporter le rayonnement de cette planète. Toi, tu as eu la chance de tomber dans le puits de l'oubli. À quoi bon te servirait ton entourage, maintenant que tu as laissé derrière toi ton médiocre passé? Mais comment sont morts tous ces hommes? Ils sont morts de m'avoir touché, car en moi est implanté le germe de la vie, capable de purifier tous ceux qui cherchent leur cosmos intérieur. Mais ce germe de vie devient la pire des maladies contagieuses dans un monde sans conscience. À ces mots, Jack et Starker se regardent, pensant au germe mortel qu'ils ont attrapé sur Elvie. Serait-ce cet homme qui en serait à l'origine? Nova me poursuit. Je lui demandai, mais pourquoi ne suis-je pas mort? Tu as une mission à accomplir. À ce moment, alors qu'il semblait mal en point quelques heures plus tôt, il se redressa et m'ôta la clé que j'avais encore autour du cou. Il me dit, tu n'es plus digne de porter cette clé, je te la retire pour l'homme qui viendra te chercher. Je te demande de rester sur cette planète jusqu'à ce moment. Tu devras le suivre et l'aider dans sa quête. Celui-ci ne viendra pas de l'Unis, mais ce sera un terrien. Il est l'homme qui conduira ton peuple vers le chemin de retour. Que ferais-je ici en l'attendant, lui demandai-je. Trouve la paix, apprends de cet astre la sagesse que tu n'as pas trouvée lors de ta jeunesse. Je pars seul maintenant. Quittons ton vaisseau immédiatement, car je crois que les derniers survivants ont actionné le système d'autodestruction de l'astronef. Je prends mon vaisseau avec lequel je t'ai trouvé. Il monta dans son vaisseau, si miteux et ridicule, recouvert de suie et de rouille, que j'éprouvais presque de la pitié pour lui. Avant de refermer son cockpit, il me fit un signe de la main, comme un salut, et me dit « Œuvrons ensemble pour faire de cet univers un monde meilleur pour nos enfants, nos fils, nos filles. Profite de tes 30 prochaines années pour trouver la meilleure façon de les aider, car ils viendront te chercher. » Bien assis dans son siège, il me montra la clé une dernière fois. Son vaisseau se souleva avec légèreté, et, par la grande porte de mon vaisseau ouvert, il partit. Depuis, je ne l'ai jamais revu. Mais ma vie a véritablement commencé ce jour-là. Et aujourd'hui, je suis avec vous tous. C'est pour moi une joie sans précédent. À cet instant, Noël apparaît dans la pièce, où tous écoutent le vieux Novam qui lui dit « Noël, tu tombes bien. Dis-leur au sujet de ton père. » Lorsque je demandai à ma mère qui était mon père, elle ne put me dire son nom, mais elle m'apprit qu'il portait autour du cou une clé étrange, dont jamais il ne se séparait. C'est le seul homme qui a pu s'échapper du vaisseau qui l'ait transporté avant qu'il ne s'écrase. Il est reparti dans son petit vaisseau. Jacques dit, c'est étrange, cet homme semble venir de nulle part, pourtant il est partout. Je me demande si ce n'est pas lui encore qui, sur Elvie, aurait séjourné. Serait-ce le messager qui est apparu sur l'Unis et Golok? Il semble être passé partout avant nous. Mais si c'est lui qui est venu sur Elvie, nous pouvons le savoir immédiatement. Comment ça? Demande Jacques. Le vaisseau dans le hall des astronefs est peut-être le sien. Novam le reconnaîtrez-vous si je vous le montre? C'est possible. Allons-y. Mais à ce moment précis, une alarme du vaisseau retentit, comme jamais auparavant, et la gravitation artificielle s'arrête instantanément. Starker, préparé à ce style de panne, attrape sa ceinture gravitique, il retombe sur le sol et dit à tous « Accrochez-vous, je vais au poste de contrôle pour établir la gravitation. » Il disparaît pendant que Jacques, Novam, Noël et les autres hommes sont en suspension dans l'air. La gravitation reprend ses effets, hélas trop tôt pour Jacques, qui n'avait pas pris garde et retombe mal sur le sol. Il se réveille dans sa chambre, trouvant Noël et Novam à son chevet. « Tu nous as fait très peur, Jacques, mais le médecin t'a examiné, tu n'as rien de grave. Seulement un hématome sur la tête. » Jacques vient juste d'ouvrir les yeux. « Mais qui êtes-vous? Où suis-je »
Tous deux se regardent étonnés. Nova me dit. Serait-il amnésique ou simplement mal réveillé? Noès ne se sent pas très bien, car comment faire devant une personne qui a mis 1 heure plus tôt? Ne vous reconnaît pas? Allons chercher le médecin immédiatement. Jacques est bientôt ramené à l'antenne médicale. Tous attendent les résultats avec impatience. Le médecin réapparaît 2 heures plus tard. Starker, venez voir. Le docteur montre à l'écran l'image du cerveau de Jacques, détaillée par des agrandissements multiples. Vous voyez, la broche qui lui a été implantée s'est reculée de quelques millimètres par rapport à l'examen précédent et a touché par ses ramifications le centre de la mémoire. Son métal particulier crée un champ magnétique qui bloque la circulation du fluide nerveux et rien ne peut circuler librement. Par contre, toutes les autres fonctions sont en état. Que pouvons-nous faire? 2 solutions sont possibles. Il peut continuer à vivre comme cela encore des années, mais sans ne jamais retrouver ses facultés mémorielles. Ou alors, je tente de l'opérer et de lui extraire l'implant dans sa totalité. Mais le risque est très grand pour lui. Quelles sont vos chances de réussite? D'après les calculs du CP, 1 sur 118. Si peu, c'est déjà énorme, compte tenu de la complexité de l'opération. Bien, il faut que j'en parle aux autres. Starker expose à tous la situation. Donc, comme je viens de vous l'expliquer, Jacques ne peut retrouver la mémoire, comme pour une amnésie ordinaire. Je me demande à quoi peut servir notre voyage si nous n'avons plus qu'un légume comme chef. C'est pourquoi je vous demande de lever vos mains pour ceux qui estiment que nous devons tenter l'opération. Vous devez savoir que nos chances de réussite sont extrêmement limitées. Si nous pouvons guérir Jacques, il serait préférable de retourner parmi les nôtres. Noès intervient. Puis-je assister le médecin si vous décidez l'opération? Ma mère m'a beaucoup décrit ses opérations sur le cerveau, et j'ai commencé à étudier avec elle ses méthodes. Elle m'a appris à manipuler ses implants dans le but que je la remplace un jour. Je crois que je peux vous aider. Dans cet instant, aussi désespéré, quelques visages s'illuminent, une première main se lève, puis tour à tour, tous lèvent la main. Starker dit alors. Puisque nous sommes tous d'accord pour l'intervention, pensez-vous que Noès puisse assister notre médecin? Sans hésiter, tous acceptent. Novam se retourne vers Noès. Le destin de Jacques est maintenant entre tes mains. Trouve en toi le savoir de ta mère, et surtout, le germe de vie de ton père, qui lui, peut certainement tout guérir. Noès, au bloc opératoire, et le médecin transformé en chirurgien se retrouvent face à Jacques. Noès s'en approche et lui passe la main sur le visage, le rassure et le calme instantanément. Le médecin lui demande si elle a encore ses pouvoirs lunis intacts et si elle peut, dans ces conditions, endormir Jacques profondément. Oui, je peux le faire immédiatement. Et de ses yeux, un rayon bleuté se dégage, couvrant le front de Jacques, maintenant endormi. Le médecin explique alors la technique qu'il va utiliser. Je n'ai jamais vu un tel cas d'incrustation dans un cerveau humain. Il y a cette broche prolongée d'une tige fine de 3 mm et achevée par des ramifications presque innombrables. Le scanner en a dénombré plus de 10 000, comme si le métal, en pénétrant le cerveau, s'était éclaté. Comment, docteur, comptez-vous faire pour tout retirer? Oh, de façon la plus simple, dirais-je. Le robot opératoire va tirer très lentement vers l'extérieur la broche. L'opération va durer environ 3 heures, soit 1 mm à la minute. Vous contrôlerez sur l'écran qu'aucune particule ne se détache. Le calculateur vous aidera. Votre mère n'a-t-elle jamais retiré une broche? Si, bien sûr. Elle l'a fait à plusieurs reprises, mais aucun n'a survécu. C'est bien là le problème. Docteur, il faut le faire. J'ai le sentiment que nous avons une chance de réussite. D'autre part, tout ce que nous vivons est unique depuis le début. Je ne suis pas un mystique, juste un scientifique, mais étrangement, je pense comme vous. Commençons. Le corps de Jacques est totalement immobilisé. Les capteurs affichent les signaux vitaux, tout est normal pour commencer. Le médecin ajuste le robot. Noès est devant l'écran qui affiche l'image en 3 dimensions de la broche incrustée dans le cerveau de Jacques. Elle ressemble aux racines d'un arbre, avec toutes ses ramifications par milliers. La pince du robot attrape la broche solidement, tandis que le bistouri découpe, à l'aide de son rayon, la chair accrochée par les griffes métalliques. Maintenant, l'extraction commence. 5 minutes viennent de s'écouler, tout se passe bien.
Noël n'observe aucune anomalie dans les racines de la broche. Déjà 4 millimètres du métal s'extrait. Mais soudain, le robot s'arrête. Un léger sifflement sort du boîtier. Un léger à-coup le fait reculer. Noël et le médecin sont saisis. Il apparaît à l'écran que le robot est hors service. Une défaillance majeure vient de se produire, et soudain, les instruments qui contrôlent l'activité cérébrale de Jacques virent au rouge. Le médecin panique et comprend qu'il faut changer le robot. Il y en a un de secours, mais... Combien de temps, docteur, pour changer votre machine? 1 heure, le temps de tout remettre en place. Jacques ne va pas bien. Sa vie se retire. Il faut faire très vite. Dans un éclair, Noël attrape l'impince du robot et la détache délicatement. Puis elle se place sur Jacques. Attrape la broche. Un halo lumineux orangé entoure le crâne de Jacques, remonte les doigts, la main, le bras, l'épaule de Noël jusqu'à la tête. En quelques secondes, rapidement, mais d'une précision remarquable, elle extrait dans la totalité la broche et ses multiples fibres. Noël, assise à cheval sur le patient, tient dans sa main la terrible broche, un peu rougeoyante. Une perle de sang coule du front de Jacques. Le docteur surpris a vu cette incroyable extraction, nettoie la plaie et la protège. Les instruments redéfinissent des paramètres plus rassurants. Le cœur reprend déjà un rythme meilleur. « Croyez-vous qu'il va s'en sortir, docteur ?» demande Noël. « Je ne sais pas. Il faut attendre son réveil. Mais il n'est pas mort, et vous avez dans votre main cet objet filandreux et étrange, que jamais personne n'avait pu retirer. Il nous faut patienter et rester ici avec lui, jusqu'à ce que... il ouvre les yeux, j'espère. Cependant, je vais de suite remonter le nouveau robot afin de l'examiner en détail. » Jacques rêve, mais une voix qu'il reconnaît l'appelle. « Jacques, réveille-toi, Jacques, parle-nous, ouvre les yeux !» lui dit Noël, qu'il a veillé durant toute la période de sommeil. Il ouvre maintenant les yeux. « Noël, c'est toi qui m'appelles? De quoi as-tu peur? Ta voix est pleine d'angoisse. »« Plus maintenant, Jacques. Tu es réveillé et tu es guéri. »« Guéri de quoi? Mets ta main sur ton front. » Jacques passe sa main au-dessus de ses yeux. Il sent une légère cicatrice à la place de la broche qui était implantée. Noël lui explique ce qui s'est passé. Jacques exprime toute sa reconnaissance à Noël, au médecin et à ses amis. Il leur fait part de ce qu'il ressent maintenant. Cette broche ôtée de ma tête, c'est une grande liberté que je ressens, comme si avaient été coupés des liens enchevêtrés dans mon esprit, qui me retenaient prisonnier depuis longtemps. J'ai rêvé d'une étoile tout à l'heure. Je me demande si ce n'est pas cela que nous recherchons. Jacques, lui demande Starker, tu es parmi nous, et bien vivant. C'est cela l'essentiel. Avez-vous montré à Novam le vaisseau que nous avons ramené d'Elvie? Non, car nous étions trop préoccupés de ta santé. Allons-y maintenant. Jacques se lève, et bientôt, il se retrouve devant le vaisseau. Inquiet, Novam en fait le tour, le touche, le regarde attentivement. Il monte à l'intérieur. Il réapparaît, tenant dans sa main un petit objet brillant. C'est bien son vaisseau. J'ai retrouvé le fragment de cristal, code de la propulsion de mon vaisseau, que je lui avais confié lors de ma sortie sur Unis, car je craignais que mes hommes aient la mauvaise idée de repartir. Je le reconnais sans aucun doute.